Bienvenue à tous dans Covid-19 à vos questions de ce jour. Nous allons aborder avec notre invité les femmes plus exposées à la pandémie. Et l'invité, c'est Dr Ametepe Abraham Agossou. Il est bien sûr le directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir, monsieur. Alors, ça fait banalement 4-5 mois que nous vivons ce temps de crise sanitaire à travers le monde entier. Et les chiffres ne cessent de grimper au jour le jour. S'il vous est demandé aujourd'hui d'apprécier, d'abord dans toute la globalité, ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information aussi fiable en matière de taux de contamination au niveau des hommes, des femmes et des enfants? Ok, merci beaucoup, monsieur Mathieu, pour cette question. Et oui, bientôt 6 mois que nous vivons dans cette pandémie. Oui. Et selon le résultat communiqué hier, soit il y a eu au total au Togo 689 personnes confirmées comme ayant été contaminées. Et sur ces 689, nous avons 207 personnes encore suivies médicalement. 467 personnes guéries, malheureusement 15 décès. Et sur les 689, nous avons à ce jour... C'est les chiffres du communiqué hier soir. Hier soir, donc communiqué ce matin. Et à ce jour... Ah oui, je crois que je me suis trompé de note, vraiment. Ça doit être les chiffres du 7-1. Voilà, du 7. Du 7, mais pour le compte de la journée du 8 juillet 2020, oui, on a 695. Voilà, 695 voilà. Confirmés, exactement. Oui. Et 205 encore suivis. Oui. Et 475 guéris. 15 décès. Et sur ces 195, nous avons 18 femmes enceintes qui ont été contaminées, dont encore 2 femmes suivies actuellement. Et sur ces 695, nous avons au total 55 enfants de moins de 15 ans, dont 4 décès. Ça, c'est au Togo, hein? Au Togo. Et pour avoir tous ces résultats, il a fallu faire 33 593 tests. OK. Alors, ces chiffres-là, comment est-ce qu'on peut expliquer ce taux de contamination au niveau des femmes? La transmission ou bien la contamination se fait à l'hôpital ou comment est-ce que ça se passe? Ou c'est à la maison ou dans la vie de tous les jours? Oui, et au Togo, nous avons noté qu'il y a principalement 2 voies de contamination. Enfin, parmi les cas confirmés, nous avons d'abord des gens qui sont rentrés avec la maladie. Nous appelons des cas importés. Ensuite, il y a eu ceux qui ont été contaminés par contact. Parce qu'il y a un cas dans la maison. Donc, quand il y a un cas dans une maison, dans une cour, et tous ceux qui sont en contact de ce cas-là sont automatiquement testés. Et selon le rapport, on note qu'il y a beaucoup quand même qui ont été contaminés par cette voie. Et en dehors de ces 3 voies, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, mal de tête, fièvre ou tout, que nous appelons des cas suspects. Dès qu'ils ont ces signes-là, ils appellent donc le standard, le 118. On fait le test et parmi eux, on a trouvé malheureusement qu'il y a des gens aussi qui sont positifs. Mais quand on prend l'ensemble des positifs, il y a plus d'hommes que de femmes. OK. Quand on prend l'ensemble des positifs, il y a plus d'hommes que de femmes. Bon, l'explication que moi je peux donner, c'est que quand on prend socialement, puisque c'est une maladie de contact, les hommes bougent beaucoup. Quand on prend les voyageurs, les hommes voyagent beaucoup. Et quand on voit maintenant, on va à la ville, on voit nos comportements. Et dans les bars, par exemple, où vous voyez les gens autour de table, peut-être sur 10, je crois qu'au moins 8 seraient des hommes. Des hommes. Et peut-être 2 ou 3. C'est défoulé un peu. Voilà, des femmes. Donc, depuis, surtout qu'on a levé un peu les mesures, les dispositifs, le débouclage des villes, malheureusement, certains ont cru que c'était la fin de l'épidémie.
Et donc, on se sont livrés et on commençait par se défouler un peu. Et heureusement, jusque-là, les chiffres sont encore quand même un peu maîtrisés. Mais nous devons faire quand même attention pour ne pas vraiment aggraver la situation. Ça, c'est la situation au Togo. Oui. Et sur le continent, comment est-ce que ça se présente? Ou bien dans l'espace CEDEAO, par exemple? Dans l'espace CEDEAO, je crois que la situation au Togo est quand même relativement moindre par rapport aux autres pays, peut-être, quand on prend les pays qui nous entourent, le Burkina, le Bénin, nos voisins. La situation du Togo est quand même acceptable par rapport à ce qui se passe. C'est vrai, nous n'avons pas la même population, la même population en nombre, mais je crois que la situation au Togo, on peut féliciter les Togolais par rapport au respect, au suivi donc des mesures qui ont été vraiment prises pour endiguer la maladie. Alors, le premier cas au Togo, c'était une femme qui a fait le tour de plusieurs pays de la sous-région. Et elle était partie de l'Europe et finalement a traversé la frontière de Hila Kondji et Sonvi Kondji pour être à Lomé. Mais si dans les chiffres que vous nous présentez, on voit que les hommes sont en nombre plus que les femmes, on a comme l'impression que... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans les marchés, on a un beau monde de femmes qui vendent. Justement, les hommes sont les plus exposés à cette maladie que les femmes. Dans les marchés, parce que la maladie, c'est vrai que c'est une maladie que nous découvrons chaque jour un peu plus. Mais quand on étudie les rapports ou les différents constats, on note qu'il faut quand même un minimum de temps de contact pour que la maladie soit transmise. Et les dispositifs ou les dispositions qui ont été prises dans les marchés aussi ont contribué quand même à maîtriser la situation. Vous voyez aujourd'hui dans les marchés, il y a des dispositifs de lavage des mains et les agents de sécurité sont là pour rappeler aussi le port de masque. Donc ces deux dispositifs, lavage des mains et le port de masque, sont des dispositifs qui sont très efficaces pour endiguer, pour ralentir la contamination, la transmission de la maladie. Puisque la maladie se transmet par voie orale, aérienne. Donc lorsque vous toussez, vous parlez devant quelqu'un, vous êtes en face de quelqu'un, lorsque vous devez vous porter de masque, celui qui parle et celui qui écoute ont de leur masque, ça évite vraiment la transmission de la maladie. Et en plus de la distance, vraiment, ça permet de limiter la contamination de la maladie. Donc, les cas, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas beaucoup de cas avec preuve que c'est au marché que la personne a été contaminée. Par contre, les importés, ceux qui sont les voyageurs, on sait que la personne a voyagé. Et puis sur le Togo a mis en place le système de screening, c'est-à-dire lorsqu'il y a un cas dans une cour, tous ceux qui sont en contact de ce cas sont considérés comme des cas contacts et suivis. Donc ça permet aussi c'est donc parmi eux-là, ceux-là qu'on a trouvé aussi le maximum qui sont des personnes en contact. C'est vrai, il y a quand même un nombre infime où on n'a pas trouvé la notion de voyage, on n'a pas trouvé celui qui l'a contaminé. Donc ça peut être les autres cas où peut-être au marché ou dans les lieux publics. Dans les lieux publics, voilà, mais quand on regroupe tous ces cas, c'est des cas qui ne sont pas aussi importants. Le nom n'est pas aussi important que ceux qui sont en contact direct avec le malade ou parmi les voyageurs. Donc le nombre est vraiment minime par rapport aux deux autres cas. Donc, en résumé, rien ne prouve que les femmes sont vraiment exposées plus que les hommes. Non, rien ne prouve que les femmes sont vraiment exposées plus que les hommes. Ok. Bientôt, on parle bien sûr de la réouverture des lieux de culte. Et quand on parle bien sûr de la religion, que ce soit le christianisme, l'islam, nos amis musulmans,
ou autres religions endogènes, on retrouve pas mal de femmes dans ces lieux de culte. Et c'est-à-dire qu'on doit redéfinir carrément le système de riposte à ces niveaux-là, quand on sait que sur 10 fidèles dans une église, aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 7 femmes, au moins. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau? Justement, vous aurez dû constater que parmi les mesures d'allègement, on a d'abord commencé par le débouclage des villes. Ensuite, les élèves en classe d'examen. Donc, tout ce temps-là, c'était pour mieux réfléchir sur les mesures les plus appropriées à la situation. Et il y a eu plusieurs réunions entre les autorités sanitaires, sécuritaires et les confessions religieuses pour définir ensemble les dispositions à prendre pour ces lieux de culte. Donc, dans ces lieux de culte, ce qui est arrêté ou devrait être suivi, c'est le respect de la distanciation physique dans ces lieux de culte. Et le dispositif de lavage des mains devrait être là pour que les gens se lavent les mains à l'entrée. Le port de masque va être exigé. Et c'est surtout la distanciation physique là qui ferait que on ne peut pas ouvrir. Il faut donc séquencer les messes. Je veux dire, si vous avez l'habitude d'avoir 2 messes, une le matin, une le soir, pour respecter la distanciation sociale, il faut donc multiplier le nombre de messes pour éviter que tout le monde arrive au même moment. Donc ça permettrait d'avoir moins de fidèles par séance de messe et donc respecter la distanciation physique pour que les gens ne se contaminent pas. Donc voilà les principales dispositions, plus d'autres mesures. Mais là, c'est pour cela qu'on n'a pas ouvert tout aussi en même temps. Donc c'est un test avec le nombre là, qui a été communiqué avant-hier. Et on verra en fonction de l'évolution de la maladie avec ces ouvertures-là, pour voir s'il sera nécessaire de prendre des dispositions supplémentaires ou si c'est bon et qu'on peut progressivement continuer à ouvrir les autres points de prière. Parfait. Nous allons revenir un peu dans le sujet même pour évoquer bien sûr ces femmes qui donnent des vies au jour le jour. Au niveau des pédiatries, c'est les mamans avec les enfants et les pédiatres. Comment ça se passe dans tout son ensemble en matière de prise en charge? Est-ce que les femmes sont très bien suivies en ce temps de crise sanitaire, à part ce qui se faisait de par le passé? Oui, et lorsque l'épidémie a été déclarée au Togo, il y a eu des dispositions qui ont été prises. D'abord, au niveau du comité national, des directives ont été émises et élaborées pour l'ensemble des formations sanitaires ou des soins à offrir à nos patients. Mais en dehors de ces dispositions générales, nous avons au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, sur l'instruction des autorités sanitaires, élaborer des directives propres pour les soins aux mères et aux enfants. Et donc ces directives ont été envoyées dans les maternités, dans les services de pédiatrie, pour orienter les prestataires par rapport à comment faire pour continuer à offrir les soins et services à ces mères et aux enfants. Parce qu'au début, tout le monde avait peur. Donc, la population ne fréquentait pas le centre de santé comme avant. Les gens avaient peur d'aller se faire contaminer dans les centres. Et même au niveau du personnel, les réactions au début étaient un peu mitigées. Les consultations prénatales et autres. Consultations prénatales, la vaccination. Deviennent de plus en plus rares. De plus en plus rares. Donc, selon les directives que nous avions envoyées dans ces centres-là, les dispositions donc, sont prises pour respecter la distanciation physique dans ces centres-là. Par exemple, les femmes qui viennent attendre pour la consultation prénatale,
il y a donc des dispositions qui sont prises pour qu'elles ne soient pas trop proches l'une de l'autre. Aussi bien pour la vaccination. Et le port de masque est donc exigé de ces femmes et ces enfants, de ces mères. Et les enfants, les tout petits, on ne leur met pas de... Les tout petits qui sont au sein, on ne leur porte pas de masque parce qu'ils ne savent pas comment coordonner la respiration à travers le masque. Et le personnel, donc vous verrez que dans certains centres de santé, ou la plupart d'ailleurs, ils ont un thermoflash. Où dès l'entrée, on prend la température pour voir est-ce que la femme ou la patiente ou l'accompagnant qui amène l'enfant ne fait pas de fièvre. Si elle ou il a une fièvre, ils sont déjà orientés. Le circuit est différent pour qu'ils ne soient pas dans le même rang, le même rang que les autres, histoire de le contaminer. Donc le circuit est différent pour qu'on vérifie quelle est la cause ou l'origine de sa fièvre. C'est vrai, c'est pas parce qu'il y a Covid que tous les cas de fièvre sont de Covid. Donc le temps de s'assurer que l'interroger d'abord pour voir est-ce qu'il y a un risque que cette fièvre-là soit d'origine Covid ou pas. Et maintenant, par rapport aux soins ou aux dispositions pratiques, le personnel se lave la main, bien sûr, porte le masque. Ils ont sur blouse une tenue pour se protéger contre le malade et éviter aussi de transmettre la maladie d'un patient à un autre. Ça, c'est des dispositions qui étaient déjà prises avant Covid. Tout agent de santé sait quelles dispositions prendre pour ne pas prendre la maladie d'un patient à un autre. Donc, ces mesures ont été renforcées dans ces centres de santé ou dans les formations sanitaires pour rassurer le personnel à pouvoir continuer à fréquenter normalement nos formations sanitaires en cas de nécessité. Donc c'est un peu ça. Hein. Ça se passe dans tout le pays. Dans tout le pays. Et quel est le retour que vous avez souvent? Les directives ont été multipliées, diffusées. Le retour, c'est vrai, je disais tout à l'heure par rapport à la distanciation physique. Et c'est vrai que dans certains centres, il n'y a pas suffisamment d'espace pour réguler ça. Donc, certains ont été obligés de faire des hangars supplémentaires. Peut-être à l'entrée. Voilà, pour respecter ces différences. C'est pas facile, c'est vraiment difficile. Et l'autre retour qu'on a eu, malgré ces dispositions, la population a toujours peur, à tel instant que nous avons une diminution de la fréquentation des centres de santé. Donc ces émissions et tout ce qui se fait en ce moment-là concourent donc à rassurer donc, la population pour qu'ils ne continuent pas à fréquenter le centre de santé. Et surtout par rapport aux soins de la santé de la mère et de l'enfant, nous savons la nécessité ou l'importance des consultations prénatales. Donc si on a tellement peur qu'on ne fait pas ces consultations-là, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Nous connaissons l'importance de la vaccination. Si on a peur, ne fait pas vacciner ses enfants. Or, nous savons que la maladie est plus grave chez des sujets qui ont déjà d'autres affections, d'autres maladies. D'autres pathologies. La vaccination, connaissant la vaccination a pour rôle de prévenir certaines maladies. Donc, ça veut dire que la personne est physiquement, ou l'enfant est physiquement fort. Donc, en cas d'infection au Covid, il saura résister. Mais si jamais il a d'autres maladies, pourtant évitées par la vaccination, c'est parce qu'on ne l'a pas vacciné qu'il a dans cette maladie. Lorsqu'il sera infecté par le Covid, ça risque d'être vraiment plus grave. Donc, nous voulons vraiment que la population comprenne, qu'elle soit rassurée, que nos centres, ils peuvent vraiment fréquenter les centres et avoir tous les services qui étaient offerts avant le Covid. Nous continuons d'offrir ces services-là, donc ils peuvent vraiment nous fréquenter. Justement, nous sommes bien sûr dans une période, saison de pluie, quand on sait que les pays subsahariens ont toujours ce problème de paludisme et autres maux dans la sous-région.
On parle souvent palu, choléra et bien d'autres. Qu'est-ce qui est fait allant dans ce sens et autres vaccinations pour les femmes qui ont nouvellement donné des enfants, qui doivent continuer par aller se faire vacciner, les enfants et elles-mêmes. Comment ça se gère dans tout son ensemble en ce temps-là, dans ces derniers moments? Oui, tout cela se gère, c'est vrai, en tenant compte de la situation. Et les services de vaccination sont toujours ouverts, aussi bien pour la femme enceinte que pour les enfants. Et comme je le disais tout à l'heure, la distance. Les mesures sont prises pour éviter que les gens ne se touchent, ne restent confinés quelque part pour se contaminer. Et au niveau de... C'est vrai, c'est la période de paludisme qui va bientôt arriver avec les pluies. Et donc là aussi, c'est vrai, c'est tout cas, je venais de le dire, que tout cas de fièvre n'est pas c'est nécessairement du Covid. Donc, en cas de fièvre, les parents sont invités à consulter dans un agent de santé pour qu'on voit est-ce que c'est un paludisme. Le traitement est disponible. Nous savons que depuis un certain temps, le traitement du paludisme simple est gratuit. On fait le test, la personne ne paie pas, on donne les médicaments contre le paludisme. S'il y a d'autres affections là... Ça, c'est pour les femmes Aussi bien pour les femmes que pour les enfants. Pour les enfants. Le paludisme simple, vous avez un paludisme simple... Qu'est-ce qu'on appelle paludisme simple, finalement? Palu, c'est palu, hein, comme on a l'habitude de le dire. Le paludisme simple, c'est un paludisme, non compliqué. Oui. Alors, quels sont les signes qui montrent que le paludisme est compliqué? Un paludisme compliqué est un paludisme au cours duquel on peut avoir une convulsion, la personne fait des crises convulsives, la personne peut être dans le coma, la personne peut avoir une détresse respiratoire, donc difficulté à respirer. La personne peut être, surtout les enfants, ils sont anémiés, manque de sang. Et l'enfant peut avoir les urines comme Coca-Cola, comme on dit, urine tout noir. Et la personne n'aura pas envie de manger, très fatigué, ne peut pas manger. Et bon, il y a tout cela dans un contexte de forte fièvre. La forte fièvre seule n'est pas un signe de gravité, mais tout ce que je viens de citer là sont souvent dans un contexte de fièvre. Donc c'est un paludisme compliqué. Et dans ça, ce n'est plus le comprimé qu'on donne, mais là, il faut aller à l'injectable. Mais là, l'injectable, aussi, depuis un certain temps, est gratuit. L'injectable pour le paludisme, sauf la perfusion. S'il faut faire une perfusion, là... Non, mais est-ce que tout ce que vous dites, là, c'est beau, c'est joli, c'est doux à l'oreille, mais est-ce que ça se respecte? Oui, la difficulté, comme je venais de le dire, puisque c'est un programme, donc il faut vraiment faire... il faut un système de gestion. Et tout le médicament que je viens de citer, bon, c'est un médicament comme paludisme. Je ne veux pas donner de nom, mais le nom que les gens connaissent habituellement, c'est la quinine ou la Téméter. La Téméter, 3 doses. La Téméter, se donne devant un cas de paludisme grave. Donc, il faut quand même qu'à la fin, le responsable puisse faire le point. J'ai utilisé ton nom d'ampoule et on s'assure que ça correspond au nombre de cas qui ont été traités. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il y a des définitions claires qui doivent respecter. Quand on vient, on doit s'en rendre compte que le prestataire a suivi les critères qui ont permis de dire que c'est un cas de paludisme et que ça là, correspond au nombre de médicaments qui est sorti. Donc c'est ça le système. Et quand c'est comme ça, lorsque la personne remplit ces conditions, le traitement est gratuit. Mais comment, par exemple, ma maman, qui est peut-être, je ne sais pas, actuellement à Claco-Etchavi, saura qu'il y a un tel programme gratuit afin de pouvoir bénéficier de cela en ce temps, quand on sait que les femmes, très souvent, sont un peu... fragile à ce genre de maladies. Quand on parle de palu, à cela s'ajoute le corona en ce temps-là, ça va être délicat. Comment elle saura? Pour ceux qui, ou bien celles qui sont bien sûr dans les villes comme Lomé, Balimé, Sokode, Takwame, c'est facile quand même à gérer. Mais pour une personne qui vit
à Klakouretiavi ou à Sikpi-Adébou, par exemple, comment elle sera quand elle rentre dans un CMS ou je sais pas, comment ça se gère? À Badoubé, par exemple. Oui, en principe, dès qu'elle rentre, qu'elle a fait une fièvre, puisque quand un patient arrive, le premier geste, c'est de prendre sa température. On prend la température comme ça, qu'elle fait une fièvre, elle-même, on va l'interroger. Elle va dire oui, depuis tant, j'ai ça. Sous les signes qui accompagnent la fièvre, elle va donner ces signes-là. Et le premier geste, en dehors de l'examen, c'est de faire un test de diagnostic rapide. Dans TDR, communauté TDR. C'est un test qui permet de savoir, on prend juste une petite goutte de sang dans un dispositif et que c'est positif, ça veut dire que c'est un paludisme. Donc ce test est positif, en principe, c'est comme une clé pour dire qu'on est en face d'un cas de paludisme et donc son traitement devrait être gratuit. On n'a pas besoin d'aller voir un service interne là-bas avant de pouvoir bénéficier de ce service. Dans ce centre. Mais on a comme l'impression que cette information n'est pas vraiment bien passée. Hein? Parce que quand elle atterrit souvent, on dit on prend les constances. Voilà, c'est vos termes. Hein? Les constances et on s'assure voilà, qu'on est en face d'une malade qui traîne le paludisme et on commence par descendre les produits et la vieille mère de l'ordonnance, elle commence par se dire mais malheureusement. Et on prend un téléphone. On dit mon fils est à tel niveau, ma fille est à tel niveau, je vais l'appeler. Que c'est comme ça, quand on a descendu les chiffres, ça tourne autour de tel montant. Oui. Pourtant, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Malheureusement, ce que nous avons constaté, il est vrai aussi que on peut avoir un paludisme plus d'autres maladies. Oui. Quelqu'un a le paludisme, peut-être qu'il a encore un paludisme pneumonique, une infection pulmonaire. Il y a un paludisme, peut-être qu'il a encore une plaie quelque part qui a besoin d'autres médicaments. Dans ce cas, le traitement du paludisme lui est donné gratuitement et maintenant on peut faire une ordonnance pour les autres maladies que la personne présente. Mais si les analyses, l'examen physique, on examine, on touche, on ausculte, on utilise le stéthoscope, tout ça là, on constate que en dehors visiblement du paludisme, il n'y a pas d'autres maladies. En principe, à la limite, c'est le carnet qu'il doit acheter à l'entrée. 100 francs. S'il n'a pas de thermomètre, d'accord, donc il prépare son thermomètre, en principe, ça suffit. On fait son test, on lui traite sa maladie, son paludisme, et il rentre. Là, il va falloir. Maintenant, ce qui se passe aussi, surtout en ville, la personne on dit non, moi je sais que c'est un paludisme, je ne veux pas faire le test. Oh, comment? Par quelle alchimie? Justement, moi je connais les signes de paludisme, quand ça commence comme ça, j'ai la nausée et les maux de tête, c'est un paludisme. La gente, ça ne va pas céder parce que tu sais ça peut être aussi les verres qui fatiguent. Justement. Donc ça se passe aussi comme ça, les gens ne veulent pas vraiment suivre le processus ou le processus établi, l'itinéraire établi. Donc là, c'est bon, l'infirmier ou l'agent de santé qui le reçoit profite donc pour faire selon ses désiderata. Mais une fois que la personne a quand même su le dispositif établi, fièvre, test d'identité rapide ou goutte épaisse dans les hôpitaux, c'est positif, son traitement est gratuit. Maintenant, je viens de dire tout à l'heure, si en dehors de ça, vous avez d'autres choses... Là, vous payez. Vous payez. Si en dehors du paludisme, l'enfant a peut-être, on a dit qu'il a des vers intestinaux, on pourrait faire son ordonnance contre les vers intestinaux. Ça, c'est... paludisme, l'enfant a une toux qui nécessite un traitement. On fait son traitement contre cette toux-là. Parfait. Ça, c'est dans les centres de santé publics. Publics, oui. Et non dans les privés, hein. Il faut que ça soit clair. Public et confessionnel. Confessionnel, confessionnel par exemple. Et quand j'étais dans le système médical du district du Golfe, confessionnel, sans tenu par les religieux, que ce soit religieux chrétiens ou les religieux et nos frères musulmans. Oui. On en avait dans un centre de musulmans à la table coffee. Ils étaient dans le système. On les a régulièrement dotés en intrants pour faire le diagnostic et le traitement du paludisme gratuitement. Parfait. Je pense que c'est une initiative très, très, très bonne. Il faut l'encourager, surtout en ce temps de crise sanitaire où nos femmes, nos sœurs, nos mamans
avec l'âge, les travaux, ça et là, sont plus ou moins exposés. Et il faut qu'on essaie aussi de veiller au grain pour pouvoir lui assurer une bonne santé en ce moment. On va essayer d'apprécier maintenant les chiffres que vous avez eu à toucher, la situation au Togo à la date, bien sûr, de 8 juillet 2020, dans un instant. D'accord. Au Togo, le 8 juillet 2020, la situation se présente comme suit. Nous avons 205 cas actifs pour 475 cas guéris, 15 décès, 695 cas confirmés au total pour 33 593 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue et territoire national et un taux de 4,35 tests pour 1000 habitants. C'est-à-dire quand on essaie de faire le test pour 1000 habitants, 1000 personnes par exemple au Togo, ça tourne autour de 4,35, le chiffre qu'on peut toutefois avoir, et 9,1 cas pour 100 000 habitants, c'est 14 derniers jours. Et il faut noter en substance que 6 des 261 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 695, 6 personnes dont les âges sont compris entre 18 et 84 ans se répartissent comme suit. Nous avons 4 cas parmi les contacts, une femme dans le district 3 à Lomé, un homme à Palimé dans le district de Cloto, un homme à Vaugon dans le district de Vaud et une femme à Guérin-Kouka dans le district de Dankpen. Un cas parmi les voyageurs, un homme dans le district de Saint-Cassé. Un cas parmi les suspects, un homme dans le district de Golfe à Lomé. 8 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 475 le nombre total de patients guéris de Covid-19 à la date bien sûr de 8 juillet 2020. Le tableau affiché comme suit sur vos petits écrans, un peu partout où vous nous suivez sur le au Togo, il faut dire que la bonne nouvelle, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on voit sur ce tableau, c'est le nombre de cas guéris, 475. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup, heureusement. Mais cela ne doit pas nous faire baisser les bras par rapport aux mesures, aux dispositions qui ont été prises pour ralentir la progression de l'épidémie. Et nous connaissons heureusement les voies de contamination, même si chaque jour il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles idées qui permettent de mieux connaître la maladie. Mais heureusement, il est jusqu'à ce jour prouvé quand même que les dispositions qui ont été érigées, donc distanciation, port de masque, lavage des mains et autres, donc ont permis quand même d'endiguer la situation. Et donc, comme je le disais tantôt, le soulagement des mesures n'est pas synonyme de fin de l'épidémie. Donc nous devons continuer par respecter ces mesures-là pour encourager les autorités à continuer par soulager le dispositif mis en place. Nous avons vu que certains pays ont totalement levé le dispositif et aujourd'hui sont obligés de tout réinstaller. Donc ça veut dire que la maladie n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets et que nous devons être vigilants et prudents. On a vu au début de cette pandémie, spécialement au Togo, face à la nation, nous étions le 1er avril dernier, le chef de l'État, M. Faure Nyasimbe, a eu à quand même essayer de
convié tous les fils et filles du pays à mieux s'organiser pour la riposte, pour que la maladie ne fasse pas trop de dégâts. On a vu ça marcher à un moment, et les allègements des mesures, certaines mesures, par exemple, le cordon sanitaire a été levé, la circulation interurbaine et autres. On a vu également la reprise des classes pour les élèves en classe désormais. Et bientôt, les lieux de culte, prière et autres vont commencer également, s'il plaît à Dieu. Comment faut-il se comporter, bien sûr, en ces temps-là? Parce qu'on a vu, vous l'avez souligné, cela il y a quelques secondes, que dans d'autres pays, il a suffi jusqu'à alléger un peu les mesures et on était obligé de reconfiner. Oui. Oui, je crois, les stratégies, je crois, c'est ce que nous sommes en train de faire, fait partie donc de ces stratégies-là. Oui, la communication. Il faut l'intensifier. On se sent un peu fatigué des fois, mais on est obligé. Bien sûr. On est obligé parce que c'est maintenant que ça va. Je me rappelle, j'étais à une émission où quelqu'un a appelé et a demandé aux journalistes de me suivre à la fin de l'émission pour aller au centre de traitement là pour voir est-ce qu'il y a vraiment des cas là-bas. Et ça fait à peine 3 semaines. Vous voyez, ça veut dire que jusque-là... Il y a des symptômes. Voilà. Des gens qui ne croient pas toujours. Des gens qui ne croient pas. Donc, c'est à travers ces émissions-là que les gens vont progressivement comprendre que, effectivement, la maladie existe et à suivre des mesures. Il y a certains qui disent quand ils portent le masque comme ça, ils n'arrivent pas à respirer. Ils ont la sensation d'étouffer. Mais au même moment, nous avons vu des gens qui oublient même qu'ils ont un masque et qui prennent peut-être... un aliment, vous voulez l'introduire dans la bouche, oubliant qu'ils ont un masque. Ça veut dire qu'on est tellement habitué qu'on a ignoré qu'on avait un masque. Donc, il suffit seulement de s'y mettre, de le porter régulièrement, et puis on va s'habituer et pour le bien de nous tous. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le masque, si vous portez le masque et l'autre enfant ne l'a pas, et que la distance n'est pas respectée, la personne peut vous contaminer. Donc, le premier rôle du masque, c'est d'abord... les masques ont plusieurs rôles, mais celui que je porte là, son rôle, c'est de retenir, mes sécrétions beaucoup plus. C'est vrai, ça peut me protéger aussi, mais son efficacité, c'est de retenir les sécrétions que moi j'aimais. Il y a des masques, effectivement, qui protègent complètement aussi bien contre ce qui vient que ce que vous émettez. Ces masques c'est ça qui est utilisé dans le bloc ou dans les centres de traitement où les gens sont vraiment en contact. Mais pour la circulation, les masques que nous voyons là, que nous portons, où chacun retient ces sécrétions, ces virus, entre guillemets, s'il en a, et sont quand même efficaces lorsque tout le monde le porte. Il y a un débat qui s'est fait autour des masques que nous avons. En ces temps-là, les gens, au départ, sont plus ou moins habitués au port de masques, mais arrivé à un moment, ainsi que nos frères et sœurs qui sont bien sûr, qui ont repris les cours il y a quelques jours, on les voit, on balance les masques au niveau du menton, soit au niveau du front, ou bien on balance ça carrément au niveau de la nuque, ou bien on le largue calmement de côté, et puis on se dit, bon, c'est pas important, tout ça là. Malheureusement, c'est vrai, c'est ce que nous constatons, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'était hier, j'ai vu un policier faire la remarque à un conducteur. Le conducteur, il avait son masque, celui qui était derrière avait son masque, le menton. Le policier, heureusement, s'était arrêté, le policier a dit, monsieur, et tranquillement quand même, il a remis son masque, mais je crois parfois, c'est des réflexes, ou peut-être parce que je dis n'importe quoi, quand il voulait cracher, il a baissé le masque pour cracher, mais il a oublié de remettre. Voilà, c'est possible aussi. Donc, ce sont ces rappels amicaux, avec gentillesse, qui feraient que vraiment, tout le monde va prendre l'habitude et respecter ces consignes. Il faut quand même reconnaître que la FOSAP fait un boulot titanesque en ces temps, surtout quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil sur ce qui est fait ces 30 derniers jours. On a senti quand même un professionnalisme dans ce qui est fait.
Ils sont bien sûr à féliciter, hein, et garder toujours le fil et continuer comme ça, parce qu'il le faut, hein, surtout pour sauver des vies humaines. L'autre problème également qui se pose au niveau de ces masques éphémères, hein, qu'on a aujourd'hui un peu partout, qui se vendent comme de petits pains, c'est la propriété. Oui, malheureusement, les gens n'ont pas compris. On voit des gens qui portent le même masque, pas seulement pour une journée, mais toute la semaine, Alors que, sans les laver. D'avoir deux. C'est difficile, hein? Vous rentrez à la maison, vous lavez l'autre, vous prenez le second. Bon, c'est quand même... c'est pas de la mer à boire, mais c'est difficile. Le comportement humain, donc le genre de comportement prend du temps. Heureusement, comme vous l'avez dit, les forces qui sont dédiées à ça le font aussi bien, avec gentillesse, insistance. Je crois que si ces forces continuent comme ça, tout le monde finira par rentrer dans l'eau. Et il y a des gens qui, peut-être, mais dès qu'ils voient que ça approche le feu rouge, qu'il y a un agent là-bas, là, ils le remettent. Et ça m'étonnait quand même qu'il dépasse l'agent et qu'il l'enlève. Dès qu'il se rappelle, il le remet, donc il va garder pour la journée. Et c'est vrai, son entretien aussi est important. Parce que si ce n'est pas entretenu, ça peut être un risque d'autres choses. On risque de choper d'autres maladies. Oui. Parce que chaque fois qu'on paille les gouttelettes de salive, tout ça là maintenant, ça reste dedans. La poussière, la sueur. Et le lendemain, le remettre comme ça, c'est pas très hygiénique. C'est délicat. Et puis, il faut aussi souligner qu'avec nos amis conducteurs de moto aussi, si quelqu'un ne met pas les masques, ne les prenne, il ne faut pas qu'on les prenne sur les motos, non? Oui, malheureusement, c'est ça. On voit des clients, sinon des clientes aussi, qui sont là à bavarder tout au long du trajet, qui ne mettent même pas les masques. Or, c'est... Parfois même, c'est au moment où on veut parler qu'on enlève le masque. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'il faut le mettre. C'est pas rare de voir même les revendeuses d'aliments qui sortent, non pas du tout de masque. Mais nos bonnes dames, hein. Nos bonnes dames, on voit quand même un attroupement autour d'elles. C'est vraiment dommage que nous devons... Au moins, ça là, au moins que quelqu'un parmi le groupe de dire, madame, portez votre masque. Mais non, tout le monde est là. Il y a quelques-unes dans ma zone, là où j'habite, là, elles sont dans un petit marché. Et quand je leur parle souvent de Corona, elles éprouvent des difficultés à cerner un peu. Oui. Et elles posent souvent le problème de masques. J'étais obligé d'aller payer les masques pour leur distribuer aussi certaines... personnes, bonnes volontés, ont donné aussi certains masques que j'ai distribués. Et elles éprouvent toujours des difficultés à les porter. Quand on voit peut-être que je vais passer dans la zone là, on les met et je dis, si peut-être ma présence peut aussi impacter, là, je ferai le plaisir de passer chaque 30 minutes pour quand même essayer à éviter ce mal-là qui nous guette à tout moment. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut le choper. Coronavirus, vraiment. Malheureusement, oui. C'est comme, je deviens un peu le fait de dormir sous une moustiquaire. Il y a des gens qui disent, quand je dors sur la moustiquaire, j'ai tout fait. Que l'air ne passe pas. Voilà, l'air ne passe pas. Alors qu'il suffit seulement de le faire plusieurs, d'insister de façon continue. Vous allez oublier que vous êtes dans moustiquaire. Donc, dans le masque, vraiment, si on a un message par rapport à ça, c'est d'inviter vraiment à faire tous les efforts pour le garder pour pouvoir... Parce que ça va de notre vie, de notre santé. Ne vous le gardez pas pour cette sensation, une impression de quelques minutes et puis après vous vous retrouvez. Et gardez d'abord pendant 2 semaines, quelque part, au cas où si vous n'aviez pas d'autres affections qui aient aggravé votre cas. Si malheureusement vous avez un terrain fragilisé, et vous chopez ça, ça peut être fatal. Donc, nous invitons vraiment tout le monde à respecter ces consignes. Il nous reste pratiquement 3 à 4 minutes au plus. On va prendre 2 questions de nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et la toute première nous dit ce qui suit avec l'aide bien sûr de la technique. Salut à tous. N'est-il pas un peu contradictoire? En effet, on dit ceci de ne pas se rapprocher un minimum d'1 mètre, de tousser dans les creux du coude. Et enfin, de se saluer par les coudes. Est-ce qu'on a dit de se saluer par les coudes? Oui, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Peut-être que... Voilà. Enfin, c'est pas moi la question, c'est à vous. Justement, je salue vraiment notre ami Sokodé qui pose une très belle question. C'est hier seulement, je disais ça à un ami.
Et il voulait se saluer, puis il envoie le coup de main. Justement, c'est dans ce creux du coude-là que nous toussons. Maintenant, si nous faisons ça, veut dire qu'il me disait non, qu'il tousse à la face antérieure, que c'est le 2. Il n'y a pas de différence, mon cher ami. Donc, effectivement, il a raison. D'ailleurs, pour se toucher du coude, ça veut dire que vous êtes très proche, comme il a dit. Notre bras n'a pas une longueur d'1 mètre. Non. Donc, pour cogner le coude, ça veut dire que nous serons... Entre deux coudes, comme ça, pour se saluer, c'est à peine 10 cm. Hein. Justement. Donc, c'est pas quand même une bonne façon de se saluer. Et là, il a vraiment bien vu. On va prendre la deuxième question de cette émission de ce soir. Juste 2 questions. Hein. La deuxième question nous dit, est-ce qu'une personne guérie du coronavirus peut être atteinte du coronavirus encore? D'où vient ce virus? D'un animal ou d'un produit chimique? Merci. Est-ce que celui-là qui a contracté une fois la maladie peut refaire encore ce mal-là qui fait parler tristement de lui à travers le monde entier? Malheureusement, oui. Jusqu'à présent, on n'a pas prouvé que la maladie laisse une immunité définitive. C'est-à-dire, c'est pas comme certaines maladies virales où on attrape, l'organisme produit les anticorps pour protéger. Pour le coronavirus, non. On peut faire la maladie, en guérir et la rattraper, être contaminé de nouveau, je veux dire, et avec toutes les conséquences possibles. Donc, une personne guérie, une fois même que la personne sort de l'hôpital, donc toutes ces consignes-là, monsieur, vous êtes guéri aujourd'hui, mais continuez par vous protéger comme toute autre personne. Sinon, vous pouvez être réinfecté. D'où vient la maladie? Bon. Ça, c'est des on va laisser les... Ils vont fouiller. Ce qui est important, c'est qu'elle est là. Comment nous pouvons l'éviter? C'est ça le plus important. Parfait. Docteur Ahmed Tepe Abraham Agosou, je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur de la santé de la mère et de l'enfant au Togo. Hein? Oui, bien sûr. C'est déjà la fin de l'émission. En 30 secondes, que peut-on avoir comme conclusion? Oui, comme conclusion, je disais d'abord, les femmes ne sont pas plus particulièrement exposées que les hommes. Voilà. Et la levée des mesures, l'allègement des mesures ne veut pas dire la fin de l'épidémie. Nous devons vraiment être tous encore très vigilants pour endiguer cette maladie. Plus nous nous comportons de manière adaptée, mieux, plus vite, nous verrons la fin de cette épidémie. Merci beaucoup à vous, docteur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce jour. Prenez grand soin de vous et gardons toujours en mémoire, en réflexe surtout, les gestes barrières pour arriver à bout à cette maladie, à coronavirus qui décime à travers le monde entier. Derrière nous, c'est l'info. À très vite.